rendez-vous théâtre. Le rendez-vous théâtre, bonjour. Guillaume Dazémar de Fabrègue. Emmanuel Taton. David Roffet-Sarfati, bonjour à tous. Et Timothée Houzel. Nous enregistrons dans l'environnement sympathique et accueillant du Frog at the Bercy Village, toujours en dégustant les produits locaux. Nous avons une nouvelle dans l'équipe. Ah oui. Bonjour. Emmanuel, dis-nous quelques mots. Enchantée, merci beaucoup de m'accueillir, de me convier. Écoutez, oui, enchantée, merci, je suis ravie. Je suis ravie d'être parmi vous au Frog pour enregistrer cette émission. Je suis un peu intimidée évidemment, mais très honorée. Donc, qui suis-je ? Écoutez, là en tout cas, je me présenterai en tant que comédienne. Ok. Mais dans ma première vie, j'étais, et je n'ai pas encore démissionné, professeure de français et théâtre dans le secondaire. D'accord. Voilà, donc passionnée par le théâtre et le cinéma depuis toujours, je dirais. Mais là, je me lance vraiment dans le jeu. Je veux passer ma vie à jouer, quoi, au théâtre, au cinéma, puis écrire, mettre en scène, mais surtout jouer. D'accord. Cool. Et Je où suis très est-ce heureuse. qu'on a pu te voir ? Alors, pour l'instant, l'année dernière, la saison passée, je dirais, à la Comédie Saint-Michel, dans Tumulte de Marion Aubert. Voilà, mis en scène par Lorena Bénichou. Et puis une pièce de Lorena Bénichou qui était une réécriture d'Antigone. D'accord. Je reviendrai Antigone. Donc Ok. j'avais la chance d'être à la fois dans une comédie et une tragédie. Voilà, au printemps dernier, c'était une chance et un immense bonheur. Génial. Voilà. Eh bien, l'éducation nationale a perdu un professeur de français. Tant pis pour l'éducation nationale. Voilà, mais le théâtre français a Le gagné théâtre beaucoup. a gagné une comédienne et le rendez-vous théâtre a gagné une chroniqueuse. Alors parlons de Holy Shit. Ah oui, Holy oui, Shit, j'ai vu une Holy pièce- Shit, moi. On est trois. Ah à oui, avoir vu 3. Holy Ah oui, Shit. oui. Et c'est une pièce qui se Super. donnait à la Reine Blanche, qui va se donner à Lausanne et qui va se donner à Genève. C'est une pièce qui est jouée par une dame qui s'appelle Sarah Marcuse. Et c'est l'histoire d'une petite fille de 7 ans qui est victime d'un abus sexuel sur un enfant. Ça s'appelle de l'inceste. C'est commis par le père de son beau-père. Et elle en raconte l'histoire. David. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse le trauma pétrifié. C'est-à-dire qu'elle va passer 40 ans de sa vie à pas savoir ce qui lui arrive. Elle va tester ou essayer, elle va s'essayer à toutes les thérapies possibles, jusqu'au yoga, à l'acupuncture, à la vodka à haute dose. Enfin, elle essaye tout. Et parce qu'elle est dans un mal-être et elle n'arrive pas à donner le nom. Et puis, il se trouve qu'elle a une expérience révélatrice. On ne veut pas expliquer ce que c'est, mais en tout cas, elle a quelque chose dans sa vie, dans son quotidien, qui va être une sorte de épiphanie du trauma. Et à partir de là, elle va effectivement pas faire le deuil, parce que ça n'existe pas, faire le deuil, mais elle va enfin vivre sa vie en sachant, et c'est terrible, il aura mis pratiquement 40 ans, et en sachant que aujourd'hui, la justice française autorise de poursuivre les violeurs très tard, mais 40 ans, évidemment, c'est hors de la prescription. Alors, 40 ans, c'est dans la prescription, si je puis me permettre de t'interrompre, puisque c'est 30 ans après la majorité de la personne, et 30 plus 18 égale 48, sauf à ce que je ne me trompe. alors, Et- parce que et- dans la pièce, on a vraiment l'impression qu'elle ne peut plus poursuivre son Mais il a été violeur. poursuivi, c'est là qu'on a une lecture très différente. toi Ah et moi, d'accord, de ok, cette pièce. oui. Parce que J'ai quand dû tu m'identifier écoutes au la pièce- violeur, peut-être. Quand je tu sais pas. écoutes la pièce, la petite fille, elle sait dire ce qui lui est arrivé et elle le dit. Ah tout oui, de oui, suite. tu as raison. tu Elle as le raison. dit à ses Tu as parents raison. et son beau-père prend l'action Oui, qui va oui, bien. oui. Ensuite, un peu plus tard, elle devient adolescente et elle raconte comment, au fond, être une victime d'abus sexuels dans l'enfance, c'est un certain confort parce qu'on obtient tout ce qu'on veut avec ce truc-là. C'est un joker, c'est une wildcard. Et puis après, c'est quelque chose qu'elle va aller poser sur une étagère et on ne peut pas dire qu'elle l'oublie parce que c'est toujours là. Ah si, elle Mais l'oublie non, elle ne complètement. l'oublie pas. Elle ne l'oublie pas. Elle en a parlé pendant des années. Elle ne l'oublie pas, mais on n'en parle plus. On n'en parle plus et dans cette boîte, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas. Et effectivement, à un moment donné, il se produit quelque chose qui fait que quelqu'un va vouloir regarder dans la boîte. Et là, c'est une nouvelle explosion Bon. parce qu'on rouvre la boîte et que ça explose à nouveau. Oui, moi j'ai beaucoup aimé cette idée, effectivement, que ces choses-là ne sont pas entendables
et qu'à ce titre-là, effectivement, ce qui n'est pas entendable, eh bien, on peut passer des jours et des mois et des années à ne jamais être entendu, même s'il y a une écoute, mais on ne l'entend pas. Ça, c'est la première chose. En revanche, c'est quand même parce qu'elle a un orgasme très tard dans sa vie de femme et ça lui sert d'expérience révélatrice, elle redécouvre en quelque sorte ce qu'elle savait déjà. Parce qu'elle avait déjà eu un orgasme. Et elle le dit. Orgasme. Non, elle le dit. Ma tête dit elle non. l'affirme. Mon corps disait oui, mon corps disait encore. Et c'est ça. Elle décrit la chose dans sa crue réalité. Elle décrit l'ambiguïté. Et elle décrit la personne qui a avancé. Je ne sais pas comment tu as vu la pièce. On a vu la même pièce, mais on a vu la même représentation. Le même soir, exactement. Et on a vu la qualité du jeu de Sarah Marcus, qui est à la fois très, 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 très bienveillante dans son approche. C'est-à-dire que sa pièce, c'est une pièce qui peut faire du bien, qui va faire du bien aux gens qui vont l'entendre. C'est une sorte de spectacle initiative, mais c'est à la base un superbe spectacle, une expérience personnelle et un très beau numéro d'actrice. Je trouve aussi que c'est une belle pièce qui montre qu'il y a une parole réparatrice finalement. Elle montre comment est-ce qu'au fil des décennies se pose la question de ce que ça veut dire d'être victime d'un inceste. Et donc elle montre les différents défis ou ce qui lui permet ensuite de tourner la page. Là où je serais assez curieux de savoir ton point de vue, c'est que moi j'ai trouvé que c'était une très belle histoire personnelle mais qui reste trop au stade du personnel, contrairement à Backlash qui va partir de l'expérience personnelle pour révéler quelque chose de collectif, dénoncer quelque chose de collectif. Et là en fait on reste dans l'intimité, dans un huis clos très personnel avec un seul sur scène, ce qui est le but. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, j'aimerais en savoir plus, j'aimerais voir quelque chose d'un peu plus, sortir de cette expérience purement personnelle, de ses lectures, de son journal intime, de ses expériences adolescentes, pour avoir un point de vue un peu plus universel finalement sur un vrai phénomène ou un vrai phénomène de société qui est l'inceste. Tu as complètement raison, et c'est sans doute d'ailleurs ce que disait David en essayant de généraliser. Est-ce qu'on peut toujours généraliser à partir d'une expérience personnelle ? Je ne sais pas. On peut raconter un mécanisme général ou on peut raconter une histoire personnelle. Ce qu'elle fait un petit peu avec la question de la thérapie, quand elle dit voilà, j'ai fait des thérapies, j'ai essayé. Elle a fait des trucs bizarres. Elle a tout essayé. Donc pour d'autres, peut-être, pour elle, non. Mais c'est là où je me disais, ça aurait pu partir sur quelque chose d'un peu plus universel. Ça aurait pu. Et par contre, très belle mise en scène, notamment avec le moment des bougies. Qui là vraiment le temps est suspendu, c'est une mise en scène qui est très simple mais qui est très belle. J'aimais pas l'accumulation d'objets, je trouvais qu'en fait à la fin petit côté animiste avec l'hôtel, avec les petits objets. Ça changeait tout. Justement, il y a un côté un petit peu magique et il y a un côté, comme tu dis, un côté très personnel qu'on peut pas généraliser. Et du coup, cette pièce, elle est étonnamment édifiante. Pourquoi ? Parce que ces victimes-là, elles sont toujours confrontées à la question de est-ce qu'on va les croire ? Et il se trouve que c'est tellement personnel que parfois, on se demande si on peut continuer à la croire. Tellement elle fait des trucs un peu occultes, etc. En ce sens-là, j'ai beaucoup aimé le côté très singulier, très particulier, très personnel, très intime de cette confession. Et dans la confession, il y a aussi un autre mécanisme qu'elle décrit très très bien, et ça c'est la pièce qui est construite comme ça. C'est-à-dire quand tu as vécu ce genre de choses, tu as une bombe émotionnelle, et cette bombe émotionnelle, tu la maîtrises. Et elle sait très très bien prendre soin du spectateur, c'est-à-dire qu'elle l'emmène petit à petit, elle ne la fait pas péter au début, même si le spectateur a pu lire le flyer, elle ne la fait pas péter au début, elle emmène le spectateur, puis elle fait péter sa bombe émotionnelle, et après, elle reprend le spectateur par la main, et elle le remonte jusqu'au moment où tout va bien. Et c'est aussi la magie de la forme de ce spectacle, c'est le côté initiatique pour répondre à ce que disait Timothée. Et si son histoire n'est pas généralisable, par contre, la façon dont elle en parle, la façon dont elle sait jouer de tout ça, aux deux sens du terme, est merveilleuse. C'est une super comédienne. C'est une super comédienne. Donc on pouvait la voir au théâtre de la Reine Blanche, qui est un théâtre qu'on aime bien au Rendez-vous Théâtre. Et on peut continuer à la voir entre le mois d'avril et le mois de juin
à Genève au montreur d'images du 18 avril au 29 mai, puis au Pulof ou Poulof, je ne sais pas comment on prononce, à Lausanne du 15 au 26 juin. Cool. Alors je vais vous parler de plusieurs pièces qui ont une caractéristique commune, qui racontent des histoires de femmes. Ah, très bien. Super. Il y a Non au rond-point. Non au rond-point, c'est l'histoire de Constance Debray, donc la petite fille de Michel, qui était donc l'auteur de la Constitution de la Ve République. Alors c'est pas la fille de Bernard, c'est pas la fille de Jean-Louis, c'est la fille de François, le journaliste. Et elle a vécu dans un environnement qui était un environnement, ses parents étaient des camés, enfin c'est un environnement complètement déstructuré. Et son livre était un cri de liberté, un cri de rejet de ce qu'elle avait été. Et quand j'avais lu le livre, et il y avait un gros défaut dans le livre, c'est que la seule raison pour laquelle j'avais acheté le livre, c'était le nom de Debray. Et je lisais le livre de quelqu'un qui disait « j'aime pas le nom de Debray ». Et bon, bref. Donc ça, c'est le côté. Surtout, ce qui est magique dans Non, et c'est là. Donc Non, ça s'écrit N-O-M. Mais on peut l'entendre N-O-N aussi. C'est la colère de Victoria Kennel, parce que Victoria Kennel, que j'avais vue dans Finlandia il y a 3 semaines à peu près, qui était une colère, une crise conjugale, et là, Victoria Kennel, elle joue la colère, et je n'ai qu'un seul rêve, c'est qu'un jour, mais quelqu'un m'engueule comme Victoria Kennel est capable de rentrer en colère sur scène. C'est magique, elle maîtrise la colère, c'est un numéro d'actrice absolument superbe. Voilà. Et dans les pièces également dont je voudrais vous convaincre d'aller voir, il y a le papier peint jaune. Le papier peint jaune, ça se donne également à la Reine Blanche, et c'est l'histoire d'une femme qui est dans une dépression postpartum. Elle a eu un enfant et son mari l'emmène dans une maison qu'il a louée en espérant qu'il aille mieux. Alors le mari est médecin, ça se passe au début du XXe siècle, donc il y a beaucoup de patriarcat, beaucoup de... Oui, attends, moi je sais ce qui t'arrive, petite, donc non, tu vas t'en sortir, tu vas faire un peu de sport, tu vas te reposer, et puis ça va aller. Et elle va se retrouver dans une chambre qu'elle n'a pas forcément choisie, avec du papier peint qu'elle va arracher. Elle va voir dans ce papier peint des formes, des femmes enfermées dans des barreaux, et petit à petit, elle va sombrer dans une sorte de folie. Ça se joue donc à la Reine Blanche. C'est une pièce de Charlotte Perkins Gilman. C'est joué par Laetitia Poulalion. C'est très joli. Ça se joue jusqu'à quand ? Ça se joue jusqu'au 14 avril. On peut aller encore la voir. Ça dure 1h10 et c'est une très jolie pièce sur la dépression postpartum. Et puis, bon, toi, t'aimes bien la Reine Blanche au fond. J'aime beaucoup la Reine Blanche. Ouais. J'aime beaucoup la ligne éditoriale de ce théâtre, et j'aime beaucoup les chants qu'ils explorent, à la fois en termes sur les thèmes des pièces, mais également sur les palettes de jeu. Ah oui. Mais je ne vais pas qu'à la Reine Blanche. Ah, tu vas aussi à la Croisée des Chemins. Et je suis aussi allé à la Croisée des Chemins, dont nous pouvons dire, avec une certaine expérience, que c'est le théâtre le plus inconfortable de Paris. Et Dieu sait qu'il y a des théâtres inconfortables à Paris, oui. Mais celui-là... Il a du niveau. Il a du level. Enfin, voilà. Comme diraient les ados. Et c'est une pièce qui s'appelle Lumière, Lumière, Lumière. C'est inspiré du livre Vers le phare de Virginia Woolf. C'est une pièce noire. C'est une pièce noire, comme peuvent être noirs les romans noirs, comme peuvent être noirs les films noirs. Il y a deux femmes qui dialoguent. Elles dialoguent, l'une est obsédée par la maternité, elle est la mère de 8 enfants. Alors bon, il y en a 8, on leur file des numéros. Elle se souvient du nom de l'aîné, Andrew, et du nom du chouchou, le dernier, qui est James. Et elle dialogue avec une autre femme qui s'appelle Lily, qui elle est peintre. Et
plus la pièce avance et plus un malaise s'installe. Je ne vais pas raconter la fin, mais vraiment lumière, c'est la naissance d'un malaise. C'est vraiment une pièce noire. C'est joliment joué par deux actrices qui sont Virginie Bourguet et Stéphanie Pommeau. C'est accompagné à la harpe au plateau par une jeune femme qui a écrit les musiques, qui s'appelle Anna Rakoto. Ça se donnera également au Mois Molière. C'est une pièce qui ira à Avignon. Donc si vous allez à Avignon, ça peut être l'occasion. On y va tous à Avignon, de toute façon, non ? On va louer un bus pour y aller tous les 4. À 4, une Twingo suffirait. Ah oui, c'est vrai. Avec un stand sur place. J'aurais aimé qu'on parte comme ça en Magic Bus. C'était quoi ? Et avec un chien, non ? Et après, on dirait Scooby-Doo. Oh oui. N'est-ce pas ? Voilà. Oui. Bon, voilà, donc c'est bien ce que... Alors moi, j'ai très envie effectivement d'aller voir... Alors moi, il se trouve que depuis le 7 octobre, j'ai tendance à faire que des comédies. Alors je vais vous parler un petit peu des comédies que je suis allé voir, mais il n'empêche que j'ai vu quand même 2 choses qui ne sont pas du tout des comédies, qui sont extraordinaires. Alors, en termes de comédie, j'ai vu Le Poiré-Séraud et Le Freud et la femme de chambre avec Berléand, avec la femme de chambre, elle s'appelle Bénichou, et Brancion joue joue Poiré, alors que Berléand joue Séraud. Franchement, sincèrement, paradoxalement, c'est extraordinaire de retrouver cet humour de l'époque, qui n'est pas un humour sur les identités ou les identitaires, qui n'est pas un humour sur le graveleux, c'est un humour et un amour de la langue française, du paradoxe, de la rhétorique. C'est formidable. Et Freud et la femme de chambre, ça tient surtout à la performance de la comédienne. C'est un moment sympa. Bon, il ne faut surtout pas avoir lu Freud avant, parce que les gens qui ont lu la bio de Freud, parfois, ils se pincent d'entendre ces choses-là. Et j'avoue que des fois même, ça m'a un petit peu scandalisé. Pourquoi scandalisé ? Je rappelle quand même que l'histoire se passe dans un hôtel en Italie, et Freud dit... Avec son allemand, il essaye d'inventer des mots italiens pour parler à la femme de chambre. Bon, il se trouve que Freud parlait parfaitement l'italien, donc il y a une petite erreur historique. Enfin, on s'en fout. Théâtre, c'est pas un documentaire. On s'en fout, exactement. Je suis de la même façon que troisième comment ? Je sais pas si c'est des extraits de pièces, si c'est des extraits. Non, c'est l'esprit, c'est. Voilà. Voilà. Donc. Si non, mais bien sûr, de toute façon, on pourrait faire jouer Freud qui parlerait chinois, pourquoi pas, le théâtre. C'est le théâtre. On a vu des Tartuffes. La troisième, oui, bien sûr, bah, évidemment, plein. La troisième comédie que je suis allé voir, extraordinaire. Alors celle-là, il ne faut pas la rater, c'est Mais ne te promène pas toute nue. C'est dur de monter un fédo. Ne te promène donc pas toute nue. Et ça parle de quoi alors ? Attention, il y en a 2 en ce moment à Paris. Il y en a un au Nord-Ouest que je n'ai pas vu. Moi, j'ai vu celui de l'Espace Marais avec une femme qui s'appelle Karine Battaglia, qui est incroyable. Elle sautille pendant 1h30. Je ne sais pas comment elle fait. Elle doit avoir des mollets, des cuisses. Bon. Et tout ça, évidemment, à moitié nu. Bon, on rigole, c'est formidable. Alors, au-delà de ces 3 comédies, je voudrais juste dire que j'ai vu 2 pièces extraordinaires. Et tu sais que tu ne pourras en parler que de 3. Oui, alors donc tu as 1 minute. Donc, il se trouve que le Freud, le Fédot et le Poiré-Séraud comptent 1. Donc 2, je veux absolument vous inciter à aller voir une pièce à la Manufacture des Abbesses qui s'appelle Lisbeth. Ça parle d'une rencontre entre une femme et un homme, d'une rencontre fusion, destruction, dissolution, avec ce qu'on a tous vécu au moins une fois dans nos aventures amoureuses, c'est qu'à un moment donné, l'autre est un étranger, on ne sait pas très bien pourquoi. Et alors, on parle de ça. Et la dernière... Ça m'a donné envie en tout cas. Oui, franchement, et c'est joué par 2 comédiens extraordinaires, dont le comédien qui fait la mise en scène que je connais dans d'autres productions, qui s'appelle Valentin Rossier, qui est vraiment... Enfin, il faut aller le voir. Il faut que je raconte rien de cette pièce, sauf vous dire qu'il faut aller le voir. Et la dernière pièce que je vous conseille
ardemment, c'est le Macbeth joué par Jérôme Keane au Nord-Ouest. J'ai rarement vu, je crois que je n'ai jamais vu un Macbeth pareil. Le dernier Macbeth que j'avais vu aussi investi, aussi profond, aussi intense psychologiquement, c'était Diop, mis en scène par Braunschweig. Mais la pièce par elle-même, elle était foireuse. Mais là, tout est bien et le Macbeth est interprété comme, je crois, jamais. Voilà, j'ai tout dit. Bah. Timothée. Moi, je vais m'en tenir à 3 et 3 uniquement. Alors, la première, c'est une pièce qui se joue au Bélier parisien. C'est la dernière qui a été inscrite, qui s'appelle Je m'appelle Acharlev. J'adore. Qui est une adaptation du roman de Chaim Potok de 1972 et qui évoque donc la passion de la peinture d'Acharlev, qui évolue dans un monde, dans une famille juive orthodoxe, où il va y avoir une mise en tension entre le poids des traditions, et notamment religieuses et familiales, et son amour pour finalement un art relativement transgressif. En tout cas, il va devoir transgresser pour se faire un nom. Et donc, il y a vraiment toute cette mise en tension et qui fait qu'on évolue entre le père autoritaire, la mère compréhensive, l'enfant qui est un peu perdu entre ces deux mondes. Et donc voilà, c'est une mise en scène assez sobre finalement, mais un beau jeu de comédien. Et voilà, c'est toujours un plaisir. De toute façon, les Béliers parisiens, on n'est jamais déçus. La seconde. On pourrait épiloguer. Ah bah j'attends, mais pour l'instant. Je suis pas trop d'accord, mais pour l'instant, moi c'est un sans faute. Bon. Et surtout quand celles des Béliers parisiens peuvent être inscrites au Splendide, au théâtre de la Tour Eiffel. Ouais. Bon, écoute, Emmanuel, on va te laisser parler. Puis on va rien. C'est de la censure. On va boire un coup. Moi, je vais Les commander raisins une de la bière. colère. Les raisins de la colère. Bon, je pense qu'on connaît tous l'histoire de cette adaptation, qui est la première adaptation théâtrale à Paris de ce roman, donc de 1939, qui là est vraiment une fresque et une performance. Robert Hossein n'avait pas fait un raisin de Non, la colère. première adaptation théâtrale. D'accord. Et donc c'est l'histoire qu'on connaît de la Grande Dépression et de cette famille qui doit quitter l'Oklahoma pour se rendre en Californie et à la recherche non pas d'un avenir meilleur, mais d'un avenir tout court face à la dépression, le fait qu'ils aient été expropriés de leur terre. Et c'est une pièce qui est sociale. Moi, je m'attendais à quelque chose de très dramatique, très dur, et en fait, finalement, pas du tout. Il y a même une lueur d'espoir dans cette adaptation. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que voilà, c'est une histoire familiale qu'on connaît, mais qui dévoile finalement cette fresque américaine d'une société totalement en déshérence. Et comme tu le sais, je suis très fan de musique. C'est un seul sur scène, mais qui est accompagné de 2 guitaristes et d'un contrebassiste, et qui nous recrée une Les ambiance. raisins de la colère en seul en scène. En scène, c'est impressionnant. Génial. Là, il doit y avoir un Ouais, superbe c'est travail. Xavier d'acteur, parce Simonin qu'il qui est tout seul. Il faut Ok. créer des images dans la tête du spectateur. C'est très difficile au début, mais en fait, Xavier Simonin, c'est une performance parce que tout seul, il incarne toute cette panoplie de personnages. On pourrait même se dire, ça aurait été pertinent d'avoir énormément de monde pour recréer cette ambiance familiale, lourde dans des véhicules. Mais en fait, il y arrive tout seul. C'est difficile à suivre, mais il est vraiment fulgurant. Mais au moins, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, le fait d'avoir des musiciens, ça rythme aussi la pièce, ça recrée une ambiance des États-Unis dans les années 30. Et donc, finalement, voilà, c'est très dynamique, mais à la fin, voilà, là aussi, c'est une performance où il doit être crevé. Ouais, Mais c'est j'imagine, impressionnant. parce qu'en plus, les personnages, le peu que je m'en souviens de l'intrigue, Mm. les personnages sont vraiment très très différents. Certains sont diamétralement opposés. Hein. Ce qui rend plus facile finalement de passer d'un personnage à peut-être, l'autre. oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'à la fin, on a du mal à avoir toute la famille quand ils partent de l'Oklahoma, quand ils arrivent en Californie, quand D'accord. ils sont face à des brutalités policières. Enfin, voilà. Mais c'est très bien, c'est vraiment une très bonne adaptation. Et la dernière, Et la dernière, c'est également On a le droit qu'à 3 à 3. Et je m'en tiens là. Rappelons-le. Mais Oui. donc, ça a été un week-end très classique. J'ai terminé par Un tramway nommé Désir. Et là, Ah oui, je vous conseille d'y ah, oui, foncer. oui, je l'ai vu. vraiment. Je l'ai vu avec comment s'appelle Réali. C'est elle qui joue Christina Ricci. Christiane Blanche. Réali, ouais. Blanche. C'est Oui. c'est Christiane Réali qui joue Blanche. Moi, je t'avoue que Christiane j'ai Réali, ouais. préféré, j'ai adoré le jeu de Alison Paradis qui joue la sœur Stella, qui vraiment en fait est finalement un personnage secondaire mais qui est remis un peu sur le devant de la scène. Donc pour rappeler, Un tramway nommé Désir, c'est l'adaptation de Tennessee Williams, donc un texte de 1947. Et en fait, la mise en scène sert le texte. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la Nouvelle-Orléans avec les bruits de tramway qui passent et qui rythment la pièce.
Et en fait, on a et c'était un film avec avec Marlon Brando. Marlon Bien Brando, D'abord, que David a bien connu. Oui, Marlon Brando, bien sûr, très très bien. Bah, on est né dans le même village en Algérie. Et donc, effectivement, tu as raison. Moi, je voudrais juste... Pourquoi je dis qu'elle réussit son Blanche? Parce que c'est quand même un personnage qui est très très Elle est dur. impressionnante. Maintenant, il est clair que Paradis, c'est une immense comédienne. C'est elle qui a lancé le manteau de Janice, qui est en tournée là en ce moment avec Philippe Lelièvre, dans toute la France, avec une comédienne qui remplace Paradis. Et vraiment, elle est étonnante, enfin, bon, voilà. Donc, effectivement, je te donne raison à 300%. Waouh. Je voudrais juste Je suis surpris. je voudrais juste te dire qu'effectivement, encore une fois, le personnage de Blanche, c'est un personnage casse-gueule et elle s'en sort très bien. Et dernière chose, évidemment, il y a Lionel Abenowski qui joue dans cette pièce et je l'adore. Et coucou Lionel. J'aimerais juste terminer parce que le drame social, on le connaît, on sait qu'il va arriver et on sait que Blanche, finalement, Tout à fait. a sa propre réalité. Moi, ce que je trouvais fascinant, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que j'ai trouvé que la lumière jouait un clair-obscur qui était aussi bien le clair-obscur psychologique de Blanche qu'un clair-obscur scénique qui, encore une fois, rendait hommage au texte. Vraiment, la mise en scène rendait hommage au texte. C'était à la fois moderne et en même temps recréer l'ambiance de la Nouvelle-Orléans. Oui, tout à fait. Bravo. Pas faux du tout. Alors Emmanuel. allez. Emmanuel est allé au théâtre Le Pic, Oui. Emmanuel. qui est l'ancien Ciné 13 théâtre. Et je crois qu'en fait, j'y suis pas retourné depuis que ça s'appelle le Pic. Ah bon, Très belle salle. super. Ouais, super. Avec Il y a toujours les belle fauteuils en programmation. cuir au premier. Une belle au premier programmation. Ah, j'ai pas fait. Non, c'est Je fini. me suis mise Ils ont au dernier rang. non, Ah ouais rang. Non, il y avait. non, il y avait- lui, il se souvient de l'ancienne version. D'accord. il y avait- Tous les sièges ont été remplacés. À l'époque de Marlon Brando, c'est ça? C'est ça, exactement. Là, maintenant, il y a une vraie circulation. On sort par la porte au fond de la salle. Et puis, bon, alors évidemment, ils ont installé un parking juste en face du théâtre Voilà. pour Mais maintenant, tu pour vas ceux qui laisser viennent en parler voiture. Emmanuel. Tu vas laisser parler Emmanuel, tu vois. Non, mais ça tombe Alors. bien parce que je suis intimidée, donc il n'y a pas de souci. Ah bon, t'es Je intimidé suis un petit peu. T'es intimidé Un tout petit peu. Pourquoi mais t'es ça va. intimidé Mais tu vas t'en quand même. sortir, ça va très bien se passer. devant des classes. Ah oui, mais Bah voilà, c'est pas imagine pareil. c'est exactement. Je les pareil. voyais, les élèves. Là, je ne le vois pas, les auditeurs et Ah oui, auditrices. ok. Donc, tu nous vois, nous. D'accord. Ah oui, je vous vois, vous. Ça c'est super, ça va m'aider, effectivement, ça va me porter. Alors donc, Eva Rami, bah voilà, je suis ravie de vous parler de ce seul en scène. C'est le 3e seul en scène de cette comédienne que je trouve brillantissime et qui a l'air d'être par ailleurs une personne absolument humaine, sensible et formidable. Mais bon, ça je ne peux pas vous le garantir, mais c'est l'impression que j'ai. En tout cas, très 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 bonne actrice. Donc son 3e seul en scène et les trois les titres se forment autour d'impératifs, quoi. Il y avait Vol, Tais-toi, et donc là c'est Va aimer. D'accord. Son 3e seul en scène, ça forme un triptyque et bon, je vous Et parle tu as pas vu tellement les deux de. précédents Non, je n'ai pas vu D'accord. les 2 autres, mais il me semble que donc si j'ai bien compris, Vol, c'est au sujet de. Enfin, ça peut tourner autour de. On ne naît pas femme, on le devient. C'est autour de. Ok. Voilà, de sa construction en tant que femme de manière générale. Tais-toi, c'est son parcours de jeune comédienne qui monte à Paris, en quelque sorte, comme on dit, monter à Paris, qui vient de Nice en tout cas. Et puis, et donc là, Va aimer, c'est autour de son évolution, son émancipation en tant que femme au sujet de... mais je vous spoil le spectacle. Ah, pas trop. Non, juste du Moi, j'ai teasing. très envie d'aller. En fait, c'est autour du thème du non-consentement, des relations non consenties, sur lesquelles justement, comme tu disais tout à l'heure par rapport à Holy Shit, sur lesquelles en fait elle va revenir et comprendre certaines choses, mais presque Dans l'après-coup. devant nous en D'accord. fait, voilà, au cours du Ouais. spectacle. Et au départ, on ne sait pas exactement de quoi elle va parler. Et alors, vous verrez, enfin, je vous souhaite d'aller le voir vraiment. Elle joue jusqu'à, elle est prolongée, hein, comme tu Bien disais, sûr. Timothée, elle ne cesse d'être prolongée et on lui souhaite encore jusqu'au 30 avril. Ok. Les lundis, mardis, mercredis, À quelle heure soir. Alors ça dépend des soirs, mais c'est soit 19h, soit 21h, Ok. selon si c'est lundi, mardi ou mercredi. Ok. Ça dure 1h30. Et donc le spectacle fonctionne autour du symbole, de l'image en fait de l'oiseau en cage. Ok. En somme. Et elle construit énormément de personnages qu'elle joue à merveille, qui lui parlent. Alors elle a une espèce de personnage avatar qui s'appelle Elsa Ravi, voilà. Et donc en tout cas, oui, pardon, j'accepte. Donc super spectacle, formidable comédienne. J'avais noté plein de choses, mais en tout cas,
un travail précis sur tous ces personnages Ok, qu'elle incarne formidablement, très intense, très émouvant. ok. Ne vous attendez pas à rire, par exemple, du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas un spectacle où Non, mais on n'est pas un podcast de pièces qui rient. Non, mais On aime bien les pièces qui. elle, Faut réfléchir. par ailleurs, elle danse, elle chante très bien. À la fin, on est tous debout, toutes et tous. Très dynamique, très concrète. Voilà, et une belle galerie de personnages avec un propos. Ok. Bérénice. Alors, le Bérénice. Bérénice, Qu'est-ce que alors, j'ai alors, pensé de attention, Bérénice alors, Attention. Est-ce que On s'est tu es croisés la avec est-ce que David tu es la à la fin. personne qui a aimé Alors, on cherche des gens qui ont aimé Bérénice Alors, moi, en fait, pour les j'ai mettre dans aimé- du formol. Est-ce qu'on te sort le j'ai formol aimé l'expérience théâtrale. Ah, En fait, parce que moi, j'ai bien aimé parce qu'il y avait un spectacle en fait sur scène et dans la salle. Oui, oui. Parce Comment que ça les gens Oui. partaient Ça, régulièrement. c'est le Voilà. cas. Oui. Alors, excuse-moi, mais ça jusqu'à la fin des années 80, Ouais. les gens partaient des pièces. Mais il n'y avait aucun Oui, c'est problème. vrai. Mais oui, Les gens ce n'est n'avaient pas si aucun grave. problème Non, non, pour bien sûr. interpeller l'acteur. Ça faisait même dire presque plus fort, partie du- etc. Ça faisait Ça, partie. ça C'est faisait ça que je partie veux du dire. dispositif est devenu théâtral. Spectacle le théâtre- vivant. Le théâtre est devenu un monument à partir des années 80. Intouchable. Oui, Et non, mais c'est vrai. maintenant, on ne parle plus des pièces. Mais je me souviens de pièces à l'Odéon dont j'étais le dernier spectateur au moment de l'entracte. Et je ne suis Il pas est- revenu. Je me il suis est- toujours demandé Il si se j'avais joué flatte. la deuxième partie. Il se flatte. Énorme. Il se flatte. Non, non, mais c'est vrai. Donc, ce côté-là, moi, j'aime bien. Parce que c'est vivant, c'est du spectacle vivant, il y a des réactions, on n'est pas passif, en fait, il y a des choses qui se passent. Parce que j'entendais les gens dire à côté de moi, attends, est-ce que je vois bien que c'est une machine à laver sur scène? J'entendais les petits dialogues, est-ce que c'est bien un radiateur? Enfin, c'était génial, quoi. Et donc, alors, le parti pris du texte qui est celui de Bérénice et qui met en sourdine, c'est le cas de le dire, l'effet de sourdine chez Racine, on va pas s'étendre, mais qui met en sourdine les textes des autres personnages. Moi, j'ai bien aimé ce parti pris. D'accord. Que ce soit Ok. Bérénice, parce que ça montre sa solitude. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Même voilà, les battements de cœur, l'espèce de battement de cœur derrière les rideaux, comme ça, de manière monumentale. Moi, j'ai bien aimé. Je me suis laissée porter. Ok. J'aurais pu partir, mais je ne suis pas partie, parce que j'avais envie de voir jusqu'au bout. Ah non, non, mais je ne suis pas partie, parce que moi, je voulais encore voir les gens partir, se lever, réagir. J'aime quand Ah ouais. c'est vivant comme ça ne me dérange pas. Alors, ce que j'aime moins, c'est la voix transformée. Voilà, ça j'ai un petit peu plus de mal. Non, mais c'est même pas transformé, c'est que c'est organisé pour qu'on n'entende pas le texte. Non, mais écoute. C'est une organisation. non, mais c'est extraordinaire quand même. Pardon. Non, mais Je rappelle que la pièce s'appelle Bérénice. Ouais. Il l'aurait appelé Bérénice Fragment ou Bérénice 2.0 Ouais. ou Selon Bérénice. c'est d'après, je crois, Là, d'après. oui, Racine. là, c'est carrément En effet. Bérénice. Alors, et ce qui est extraordinaire, mais pour ceux qui ont lu le dossier de presse, c'est que Roméo se targue d'avoir respecté les 5 actes, alors qu'on n'entend pas le texte des 5 actes. Bon. Écoute. Voilà. Mais, ouais. Bon, bref. Mais- Mais, non, mais- mais ouais. je veux bien t'entendre un peu plus sur cette expérience dramatique. Alors, voilà. Rapidité sur le verre, j'en conviens. Mais c'est difficile je n'ose pas critiquer. Je ne critiquerai pas Isabelle Huppert. Ah non, ça, c'est pas possible, c'est C'est interdit. impossible, de on est toute d'accord, de façon. toute façon, c'est Ah, moi interdit. aussi, C'est un monument du moi, je ne théâtre. peux Donc pas. évidemment, c'est Je ne interdit. peux pas. Même, Je même ne peux si pas. évidemment le premier motif théâtral de la pièce, c'est quand même une pédale. Comment? Bah oui. La première chose qu'on entend, c'est une pédale qui tape sur un Complètement. tambour. Hein, bon, Complètement. sur une batterie. Bon, voilà. Oui. Comprenne qui pourra. Bon, d'accord. Alors, oui. Et j'ai bien aimé la symbolique du pouvoir un peu ritualisé comme ça, avec la lente chorégraphie des deux hommes, des figures masculines du pouvoir. Donc pourquoi pas, en fait, le parti pris du texte chez Bérénice et des hommes qui ne font que finalement se montrer et ne D'accord. pas dire grand-chose, ne pas faire grand-chose, ça j'ai bien aimé. Et la fin, intéressant, ne me regardez pas. Ils ont changé finalement, parce que normalement ça se termine par ne suivez point mes pas. Et le ne me regardez pas, qui est finalement Isabelle Huppert qui nous l'adresse, qui va Oui. bien avec cette fin où il y a à la Ok. fois des sifflets, des applaudissements, des bravos. C'était vivant. Bon, Ok. Et le Pomera à la Et porte. Et alors, le et Pomera. c'était très joli. Il faut, non mais Et le il faut, Pomera à il la faut porte quand même, Saint-Martin. il faut quand même dire aux auditeurs oui. que Et auditrices. et auditrices
que esthétiquement, c'est quasi parfait. Absolument, absolument. Bon, Ah oui, moi ça m'a parlé. C'est Hein. vraiment. C'est ambivalent, dis donc, en tout cas, comme pièce. Oui, il faut aller voir pour se faire son propre avis, je dirais. Donc quand on dit ça, c'est très beau et ça. c'est ça... positif de dire Oui. ça, je pense. Ça sert à ça le théâtre aussi, d'avoir Oui, une c'est expérience propre. Moi, je pense que c'est très beau, mais Une expérience. ça n'a pas beaucoup d'esprit. Le Pommera. Alors, contes et légendes. Alors, bon, pour faire très vite, en somme, c'était excellemment, je trouve, réalisé. Performance d'actrice incroyablissime, voilà. C'est juste que je n'ai pas passé un très bon moment en tant qu'Emmanuel, parce que ça me terrifie, moi. Mais c'est tout C'est-à-dire bête. Je suis terrifiée par tout ce qui est comme ça, intelligence artificielle, Ah oui. robot. Donc en fait, moi j'étais terrifiée. En revanche, je trouvais le spectacle formidable. Mais du coup, s'il y a des moments où on rit, c'est quand même des moments empreints d'angoisse. C'est un rire un peu nerveux. C'était quoi? C'était une douce terreur? Voilà, il y a une forme de D'inquiétude. rire un peu inquiet, voilà, Ok. c'est ça, qui émerge presque nerveusement et qui est très intéressant, qui fait que en tant que spectatrice, je peux pas dire que j'ai passé un moment très agréable. Par contre, j'ai passé un moment très très intéressant. C'est un mot qui est un peu vague, mais très très riche. Ok. Et j'ai admiré vraiment le thème, la façon dont c'est traité, les actrices qui étaient incroyables. Alors, j'ai eu du mal à les reconnaître. J'ai cherché après pour qui j'avais eu un coup de cœur, mais je crois que c'est Lénie Preslin et Angélique Flogère, mais elles étaient toutes incroyables. Ok. Il n'y a pas que des femmes, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, mais c'est ça, quoi. C'est surtout ça que je voulais dire, c'est que ça m'a terrorisée, mais j'admire Mais c'était absolument. une douce terreur. C'est ça, mais moi j'aimerais Et en savoir fait, pourquoi. t'aimes bien qu'on te fasse peur. Bah, oh non, alors là, non, certainement pas. Mais que représente l'IA Non. du coup dans le texte ou dans le spectacle? J'aimerais bien comprendre cet aspect. Comment est-ce qu'on intègre la Alors, technologie déjà- pour en dire quoi? Alors déjà, il faut savoir que c'est des scénettes. Hein, c'est pas une pièce globale. Intéressant. Et à chaque fois, on nous prévient au début que ça va être ponctué par des noirs qui doivent être vraiment complets. Et donc c'est comme des séquences. Alors moi, ça m'a fait penser d'ailleurs comme si on fermait les yeux, on les rouvrait en fait entre chaque... comme si nous-mêmes, on devenait un peu des robots qui passions d'une scène Une à sorte une de autre. et ça, zapping c'est- aussi, comme ça, zapping imposé. Oui, aussi. Et donc toute cette forme va bien avec les scénettes en elles-mêmes. Donc il y a un moment, c'est comme une conférence sur le dernier robot. Il y a des scènes aussi dans la vie quotidienne, vie familiale, avec un adolescent qui va parler. Donc les femmes jouent des hommes, pardon, jouent des jeunes garçons. Hein, je ne l'ai pas précisé. Voilà, les robots dans la vie quotidienne d'une famille. Enfin, C'est un peu Black Mirror en théâtre en fait. oui, finalement. totalement. Oui, voilà, Je c'est ne ça. connais pas bien la c'est ça. série, mais oui, Oui, c'est c'est ça. Et, Le donc, principe, c'est ça. c'est glaçant, Sauf mais que c'est ça a très été intéressant. fait, ça a été écrit il y a plus de 10 ans maintenant, donc ça manque un peu de... Ouais, je trouve. Ouais. Ça manque, oui, ça a un petit côté déjà un petit peu Désuet. raté. Enfin, il y a un ratage. Enfin, Si on regarde, Ah, dans le si on- temps, si tu on veux regarde dire. quels sont les Oui. robots qui ont C'est-à-dire vraiment que investi la science-fiction, ouais. notre intérieur, je suis persuadé que les gens qui voyaient les robots arriver n'imaginaient pas que le premier robot qui envahirait l'intérieur des habitations serait une sorte de petit rond qui passe l'aspirateur. Il y a plus menaçant en effet. Ah oui, non, là, Bah ça n'a oui. rien à voir, en effet. Oui, c'est Là, vrai. c'est des androïdes. Non, mais c'est ça. Ah oui. C'est intéressant sur la virilité, la masculinité. Et puis voilà, elles sont toutes incroyables, vraiment. Et il y a une donc, qui joue un des personnages avec un langage extrêmement grossier, extrêmement fleuri. Mais il y a une truculence de ce langage fleuri qui, au début, en plus, ça se lance très vite. Hein. Là, D'accord. C'est très. Ça part On tout de est suite. pris- ça part tout de suite, exactement, mais moi j'aime bien. Et en fait, après, on s'y fait. Enfin, je dis on, je m'y Tu t'y suis es fait. faite, ouais, exactement. et c'était savoureux dans ce langage et dans la respiration et tout, l'incarnation, encore une fois. Merci. elle est vraiment formidable, cette Emmanuelle. Alors les pièces, En plus, elle est venue à notre rencontre avec des nouveaux mots français. les pièces qui vont arriver et qu'on a Ah oui. envie d'aller voir. Ah oui, alors. Alors moi, Oui, je vais alors. vous parler d'une pièce qui va se donner une seule fois. Oh là, alors là. Ouf. je Qui note. va se donner une seule fois, qui s'appelle Un grand singe à l'Académie, qui se donne à la Reine Blanche. Reine Blanche. C'est l'adaptation de la nouvelle de Kafka, un rapport à une académie. C'est une pièce qui a été déjà jouée plusieurs fois, qui s'est donnée un peu partout. Et c'est l'histoire d'un singe
qui a été, on va simplement dire, humanisé pour pas dire plus de mots, pour pas dévoiler, et qui vient raconter son expérience Super. de découverte, de passage de j'ai été capturé dans la jungle, je suis sur le bateau, etc., à une académie. Et c'est surtout pour l'interprète de la pièce que je vous suggère d'aller la voir. Elle est jouée par un homme qui est zoomorphe, que j'ai déjà vu plusieurs fois sur scène, qui s'appelle Cyril Casmez. Et Cyril Casmez, quand vous le voyez arriver, il peut être un singe, il peut être un lion, il peut être un ours, il peut être un rhinocéros. Et le mot zoomorphe n'est pas trop fort, c'est-à-dire que c'est une personne normale, mais on dirait un animal. Et ce que je veux voir, c'est ce qu'il va avoir fait de cette nouvelle de Kafka, parce que lui va être capable d'incarner, de donner corps à ce singe devenu humain, ou en tout cas humanisé. Alors c'est le 30 avril, et c'est... c'est une seule fois. C'est une seule fois. C'est le 30 avril. C'est dans la grande salle, j'espère. Je ne sais pas. Bon, ouais. J'espère, je pense. Ouais. C'est le 30 avril, et c'est à la Reine Blanche. Timothée. De mon côté, j'ai prévu de voir Je suis perdu. Alors j'anticipe un peu parce que ça se joue en juin, mais j'avais vraiment envie d'en parler car c'est au théâtre de la Tempête. Et d'abord, en fait, c'est une pièce qui va interroger sur l'identité. C'est une pièce de Guillermo Pisani qui interroge l'identité à travers un triptyque avec 3 situations: un demandeur d'asile hébergé par une jeune Française, des comédiens qui jouent une pièce syrienne qui doivent interpréter des Parisiens, et enfin un polar dans un laboratoire de recherche. Et donc je me dis, voilà, à chaque fois, chaque partie du triptyque interroge l'identité. Donc je me suis dit, sur le fond, ça a l'air intéressant, et on sait que le théâtre de la Tempête, par le lieu, par l'histoire, c'est toujours une expérience théâtrale singulière. Ah oui. Une jolie progression. Emmanuel, Alors, une pièce que tu as envie d'aller voir, que tu attends. Eh bien, en fait, que j'ai envie d'aller voir là, Royan, la professeure de français, avec Nicole Garcia. La professeure de carrément. français. Ouais. Ça va te rappeler des souvenirs. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, mais je suis curieuse d'aller voir. Oui, c'est du 17 au 28 avril au Théâtre de Paris. Voilà. D'accord. Ah, cool. Je pense que j'irai voir. Mais après, j'en ai plein d'autres auxquels vous parlez. Mais non, nous aussi, on a dont je voudrais plein vous d'autres. parler. Bien sûr. C'est une dont on attend beaucoup. Et David va en sortir 3. Non, mais David va en sortir 4. J'irai voir ce beau monologue. Ouais. Moi, je voudrais aller voir. Moi, j'ai programmé déjà le mandat à la Tempête. Ah ouais. Dans la petite salle Colis. Je crois que ça va être quelque chose. Ah oui. Je voudrais parler de 3 reprises très très importantes. Colonisation. Est-ce que tu... Colonisation à Bastille. Il faut absolument ne Ça pas fait rater 42 cette minutes pièce. qu'on enregistre. Oui. Donc je te couperai. Valentine, Ah, tu peux descendre, Valentine je coupe. Tessier aux poches et Le Menteur aux poches. Et il y a une création que j'attends avec. Et puis une autre reprise, c'est Le Jour de joie d'Arne Ligre de Brunswick à l'Odéon, qu'il faut revoir. Et la création par William Mesguich de Lettres d'une inconnue. Voilà, j'ai tout dit. Intéressant. Merci de ne pas m'avoir coupé. Tu seras enfin, coupé, je veux dire tu seras interrompu, parce que coupé, ça s'est passé il y a très longtemps. Tu seras coupé au montage. Eh ben merci à tous les 3. Merci à vous. Merci beaucoup. La prochaine fois, le prochain épisode sera un épisode un petit peu particulier, parce que ce sera une rencontre avec Elisabeth Bouchot, qui est la patronne de la Reine Blanche, Ah, formidable. et qui donne à la Reine Blanche un festival qui s'appelle Les Fabuleuses, qui sont les femmes méconnues ou occultées de l'histoire de la science. Super. Avec Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, on le sait peu, mais c'est presque elle qui a donné à James Watson l'idée de la double hélice de l'ADN, et pourtant c'est James Watson qui a eu le prix Nobel. Il y a Jocelyn Bell, prix Nobel, qui a fait sa thèse en astrophysique et qui est celle qui a découvert les pulsars. Et Exil intérieur, c'est l'histoire de Lise Meitner. Et là, on est dans la découverte de la fission nucléaire. Donc, 3 femmes, 3 découvertes majeures de notre temps, et 3 contributions occultées, méconnues. On vit une époque formidable. Et Elisabeth Bouchot, qui est par ailleurs chercheuse au CNRS, a écrit toute cette pièce, et tous les ans, c'est le Festival des Fabuleuses. Ouais. Et l'idée, c'est de mettre ces femmes
en avant. Donc prix Nobel et exil intérieur se jouent déjà à la Reine Blanche et l'affaire Rosalind Franklin se créera le 7 mai. Eh ben, c'était un moment bien agréable. Merci à vous. Merci beaucoup. beaucoup d'être Merci venu à et tous. de m'avoir accepté dans Et- votre petit groupe. Et à dans 15 jours. À bientôt. À très vite. À bientôt. Le rendez-vous théâtre. Le rendez-vous théâtre.